Bonjour et bienvenue sur Culture Actu. Cette semaine, numéro spécial puisqu'il sera presque exclusivement consacré au musée de l'école publique de La Farlède, une plongée nostalgique dans l'école d'autrefois. Jean Vaquet nous présentera ensuite Chicagoland, un roman graphique réalisé par Fabrice Collin et Sacha Goerg aux éditions Delcourt. Mais tout de suite, rejoignons Monique Brousset dans son musée de l'école publique de La Farlède au temps de Jules Ferry. Monique Brousset, bonjour. Vous êtes à l'origine de la création du musée de l'école publique. Comment vous est venue cette idée et depuis quand? Alors tout d'abord, depuis 2009, nous sommes ici, mais nous n'étions pas seuls parce que nous ont rejoint en l'an 2000 des collègues qui ont voulu partager l'aventure avec nous. Alors, comment nous est née cette idée? Tout simplement parce que je suis collectionneuse, disons, depuis mes arrière-grands-parents. Et comme nous avons été enseignants avant 1968, c'est-à-dire avant les bouleversements de l'instruction et de l'éducation en 1970, qui a fait que toutes les anciennes classes, telles que vous voyez celles-ci reconstituées, ont été supprimées des écoles, il était évident que moi, je ne pouvais pas voir partir ce matériel à la poubelle. Donc, j'ai tout accumulé dans ma maison et dans le sous-sol de ma maison. Mon mari est resté 30 ans directeur de l'école de Soliassil. Donc, c'est dans cette école que j'ai trouvé la plupart du matériel. Et en 1980, il y a eu le centenaire, 81, 82, le centenaire des lois de Jules Ferry et surtout le centenaire de la construction des écoles. Et connaissant ma collection, beaucoup de collègues, de communes, d'associations m'ont demandé de présenter cette collection. Et c'est comme ça que l'idée d'un musée est née. Mais il fallait trouver un lieu. Et de 2004, où nous avons créé notre association des amis du musée, jusqu'à 2009, nous avons été accueillis par la mairie de la Londe, la municipalité de la Londe, dans l'école Jean Jaurès, mais dans un très petit local. Et nous avons cherché ailleurs, et c'est comme ça que nous avons pu être accueillis par La Farlède dans l'appartement de direction de la directrice de l'école maternelle Jean Solin qui est au-dessus. Ce sont les livres d'Édouard Geoffrey, qui était un instituteur de La Seyne-sur-Mer, qui est devenu inspecteur de l'éducation nationale et qui a écrit des ouvrages de lecture, dont Le Pays Bleu et Le Petit Gilbert. La gloire de l'école de la République, le Bled, le Tour de France de 2 enfants, les Petits Lavis, la grammaire Auger. Là, ce sont tous les livres d'une période révolue. Donc, dans le hall, on a mis dans les vitrines tout ce qui concerne les outils qu'on utilise pour les grandes disciplines, écriture, calcul. Donc il y a les porte-plumes, les plumes, l'encre. Ensuite il y a les bûchettes, les petits bouliers, la première calculette et tous les jeux en bois qui permettaient d'expérimenter le calcul, l'apprentissage du calcul. Et pourquoi les poupées? Alors les poupées, c'est simplement pour représenter les petites filles des années 50, avec les blouses des années 50-60. Quand on a quitté les blouses noires qui sont ici, nous avons donc 30 blouses, filles et garçons, et on les met aux enfants quand ils viennent, pour qu'ils soient en condition. Alors la blouse avait trois avantages, ou disons 3 raisons d'être. Premièrement, elle permettait de ne pas se tacher parce qu'elle était noire. On ne voyait pas les taches. Deuxièmement, elle anéantissait les différences. Et troisièmement, comme on devait l'accrocher dans le dos par des boutons, les enfants qui gesticulaient quand même beaucoup à cette époque, comme ceux de maintenant, bien souvent étaient un peu débraillés et ils demandaient aux copains de les aider à remettre le bouton, donc entraide. Les 10 bons points,
qui permettent d'obtenir une image. Alors bien sûr, ce sont des images d'époque, c'est-à-dire ce ne sont pas des images virtuelles, hein. Ce sont des images bien réelles, très simples. Parfois, il y avait des devinettes sur celle de la dernière rangée. Là. Une petite salle d'asile dans le sens salle d'accueil, c'est-à-dire que c'est l'ancêtre de l'école maternelle. Les petits-enfants, on les récupérait dans la rue, bien souvent, et on les entassait dans des salles. Alors en 1870, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et Jules Ferry a pensé que c'était un peu la faute des enseignants, parce que les Prussiens en face, ils avaient été initiés par leur maître d'école aux exercices militaires. Donc Jules Ferry, en 1881, a décidé de faire créer dans les écoles de garçons des petits bataillons scolaires où on va apprendre les premiers éléments d'exercice militaire en fournissant aux enfants des fusils en bois. Cohen calcule avec les mesures qui permettaient à ces enfants de devenir de bons paysans. Une fois qu'ils étaient sortis de l'école, ils pouvaient calculer la longueur de leur champ, ils pouvaient mesurer leurs grains, mesurer leur liquide, que ce soit du vin, de l'huile, de l'eau, etc. Et le bonnet d'âne. Et le fameux bonnet d'âne, qui était la punition la plus douloureuse d'une certaine époque, parce que Jules Ferry avait surtout défendu les punitions corporelles qui sont représentées par ces éléments, le fouet, la férule, le martinet. Alors cartables qui sont bien souvent à poche unique avec ferrure, et puis cartables à soufflet. Un soufflet qui permettait de mettre sur le dossier de la table le cartable, les livres d'un côté, les cahiers de l'autre. Le plus grand qui est là-bas, à droite au fond, est un pupitre qui date de l'époque où les enfants étaient sur des gradins. Ils étaient très nombreux, il y avait énormément d'enfants dans les classes. Et ce pupitre date certainement des années début du 19e, 1830, 1833. Un petit guide de chant. Alors les municipalités n'étaient pas très riches, elles ne pouvaient pas acheter des instruments de cette richesse, de cette valeur. Donc souvent, c'est les instituteurs qui l'achetaient eux-mêmes. Et ça leur permettait d'agrémenter le chant. D'ailleurs, c'est une institutrice qui l'avait acheté en 1930, qui nous l'a offert. Donc, un travail manuel pour les filles, c'était surtout la couture, la broderie, le tricot, qui était fait par soit la maîtresse, s'ils avaient une maîtresse, ou bien alors une demoiselle de travaux d'aiguille qui était bénévole, bien souvent. Quelquefois, les municipalités pouvaient la payer, mais c'était très rare. Et cette jeune fille venait, ou cette jeune femme venait avec un certificat de bonnes mœurs, et elle apprenait les premiers éléments de couture aux enfants, ce qui permettait à ces filles de devenir de bonnes mamans, de bonnes ménagères, puisqu'elles avaient appris à faire de la layette, à recoudre les chemises, les boutons, les cols de chemise, et surtout à marquer leurs initiales sur leurs draps, leurs trousseaux. Ici, vous avez le médecin scolaire était un médecin qui circulait dans les écoles régulièrement chaque année. C'était très important parce qu'il pesait, il mesurait les enfants et surtout il décelait les anomalies, qu'elles soient auditives ou oculaires. Le plus grand mal, c'était la tuberculose. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de cantine. Et le maître, dans un bassin d'aluminium, a mis de l'eau. Donc les enfants déposaient leurs gamelles dans l'eau et au bain-marie, le repas réchauffait pour 11h30. Souvent, le maître déposait un bidon d'eau pour que les enfants aient du lait chaud. Il rajoutait un morceau de fromage ou un morceau de lard parce qu'il y avait certains enfants qui n'avaient pas grand-chose à manger. La bûche de bois était apportée par les enfants tous les matins. Les enfants, quand on leur montre, ils pensent que ce sont des pommes de terre, mais en réalité, ce sont des pierres. C'était les fameuses pierres chaudes. C'était les pierres qui leur permettaient de se réchauffer les mains. Alors, les garçons étaient initiés au bricolage de bois, de fer.
il faisait plein de petits travaux. Et vous voyez, c'est une classe qui a été reconstituée par un maître avec ses élèves en 1938. Chaque élève a fait son pupitre avec un copain, les deux copains, d'ailleurs il y a leur nom sous les pupitres. Donc 2 copains ont travaillé ensemble pour reconstituer leur salle de classe. Jean Vaquet nous parle à présent de Chicagoland, un roman graphique entre BD et récit. Donc Jean Vaquet, pour cette rentrée littéraire, vous avez un nouvel opus auquel vous tenez, je crois, c'est Chicagoland. Absolument, donc Chicagoland qui vient de paraître aux éditions Delcourt, qui est un roman graphique réalisé par Fabrice Collin et écrit par Fabrice Collin et dessiné par Sacha Goerg. Donc c'est l'adaptation d'une nouvelle de l'écrivain de polar R.J. Ellory, écrivain britannique qui est d'un des plus gros succès dans ce type de littérature depuis plusieurs années. Ces 2 auteurs se sont emparés d'une de ces nouvelles et l'ont adapté en bande dessinée dans ce roman graphique de près de 150 pages. Je ne peux rien vous raconter, sinon je spoilerai cette histoire qui est pleine de suspense et d'inattendu. C'est vraiment magistralement dessiné, très très bien écrit, et que vous aimiez ou pas le polar, que vous aimiez ou pas Ellory, c'est vraiment la recommandation de cette rentrée 2015. Du cinéma à présent avec le dernier film de Mai Wen, Mon Roi, dont le sujet est la passion amoureuse, ou plutôt la dépendance amoureuse, un thème 1000 fois traité au cinéma, et pourtant Mai Wen s'est montré tous les rouages et les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu entre Giorgio, manipulateur sexy et pervers joué par Vincent Cassel, séduisant à souhait, et Tony, interprété par Emmanuel Berco, qui a reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes cette année. Les 2 acteurs sont remarquables dans ce jeu du bourreau et de la victime, dans lequel Tony finira rompu et Giorgio triomphant.